Le cinéma est rentré dans ma vie grâce à la danse. La danse ne parle pas, c'est le mouvement, c'est le rythme et c'est l'expression du corps. Et pour moi, le cinéma, si je prends le cinéma muet, c'est le mouvement, c'est le rythme et c'est l'expression de l'image. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé au fur et à mesure à l'art, au 7e art. Et d'ailleurs, toutes mes chorégraphies, il y avait de l'image derrière. Il y avait toujours de l'image que j'ai filmée, que j'ai projetée comme fond. Et la beauté du cinéma, c'est qu'elle juxtapose tous les arts. C'est une richesse inouïe. C'est rare un art où on peut rassembler tous les arts. Il n'y a que dans le cinéma qu'on peut se le permettre. En tant qu'enfant, tous les enfants du quartier, on se cotisait pour louer des films de Charlie Chaplin. Et il y avait quelqu'un qui avait un petit appareil pour projeter des petits films comme ça. Et on projetait ça à Moulay Shrif, Soussika spécialement. C'est un quartier avec des énormes façades blanches. Et on projetait nos films la nuit. Je me rappelle, chaque fois, on cassait une lampe de lumière pour avoir le noir. Et c'était très, très intéressant et très agréable de voir tout le quartier participer, voir les films de Charlie Chaplin avec nous. C'était un énorme plaisir. Par contre, dans les salles de cinéma, tout petit, j'ai vu Samson et Dalida avec Victor Mature. Je ne me rappelle plus. C'est facile de trouver le nom du réalisateur. J'ai vu aussi Dhuhr Islam. C'est mon père qui m'avait accompagné voir Dhuhr Islam, je me rappelle. Et par la suite, ma grande découverte, c'est Bergman. Bergman m'a subjugué, m'a émerveillé. Il m'a émerveillé par son talent, par son discours et par sa magie. Donc, la beauté éparpillée, ça a commencé par l'idée de la grâce. La grâce, quand elle atterrit quelque part, elle crée énormément de problèmes. Donc, la beauté éparpillée, c'est un hommage à la femme. Ce n'est que des femmes qui m'ont rendu un énorme bien dans ma vie depuis mon enfance. En premier lieu, ma mère. En second lieu, ma maîtresse à l'école. En troisième lieu, et le plus important, le plus intéressant, c'est mon professeur de piano qui m'a ouvert une fenêtre dans le ciel, et à partir de cette fenêtre, j'ai pu m'évader et c'est merveilleux comme voyage. Donc, c'est un hommage à la femme. En l'occurrence, une esclave. Une esclave douée de talent qui joue du luth, qui atterrit dans un palais et le maître des séances est musicien. Mais il s'avère que c'est un faux musicien. Ce n'est pas un vrai musicien. C'est un imposteur. Cette petite esclave a su déstabiliser le maître. Et le maître est devenu jaloux de son talent. Et c'est comme ça qu'il a voulu la massacrer. Il est tombé amoureux d'elle, non pas d'elle en tant que personne,
mais il est tombé amoureux d'elle, de sa musique, de son talent. Elle est touchée par la grâce, elle est touchée par le divin, elle a une musique, une élévation sublime. Et à la fin, elle tombe enceinte de ce monstre. Les autres monstres, ce sont les épouses qui étaient jalouses d'elle, qui ont tout fait pour qu'elle avorte. Tout cela pour qu'elle n'ait pas un titre légitime d'une épouse, malgré esclave. Elle atterrit dans un hôpital de psychiatrie, c'est le Merstan. Et nous, on a une tradition du Merstan au Maroc. À Fès, c'est le premier exemple à travers le monde. C'était en 1100 quelques, le premier Merstan où on soigne les malades mentaux avec de la musique. Il y a eu un deuxième exemple à l'époque de l'Andalousie, dans une ville plus haut que Malaga, entre Malaga et Barcelone. Il y a une fameuse ville là-bas. C'est là où on a créé une copie conforme de cet hôpital qui est Merstan de Fès. Donc elle a atterri là-bas grâce à un mélomane qui fréquentait cette maison, ce palais. C'est lui qui l'a accompagnée, sachant très bien qu'elle n'était pas folle, qu'elle était simplement choquée par ce qui s'est passé. Elle est rentrée dans le mutisme, elle ne parle plus, elle ne mange plus. Et en l'amenant là, sachant très bien qu'elle va continuer à jouer, d'une part, ça servira pour soigner les malades, et d'autre part, elle-même va se remettre à elle, comme auparavant. Donc c'est un hommage à la femme et à un hymne musical. La musique, c'était un très beau travail avec Saïd Cheraibi, où on a mis vraiment le poids fort de la musique mystique. Voilà, de la musique mystique. C'est une musique qui transcende. C'est la transcendance. C'est de l'élévation. Et c'est vraiment un film adressé aux mélomanes. Parce que la musique, c'est le premier rôle et le premier personnage dans le film Hollywood. Alors, femme écrite, dans ma tête depuis mon enfance, c'est le tatouage. Le tatouage comme une écriture, mais comme mémoire. Le tatouage, il s'est imposé à une époque donnée, des siècles avant l'arrivée des Arabes, avant l'arrivée de l'islam au Maroc. Le tatouage s'est imposé chez les Berbères parce que les Berbères étaient en danger. Donc, étant donné que l'identité était en danger, le côté merveilleux des Berbères, c'est de s'inscrire, d'inscrire leur identité dans leur chair. De quelle région ils sont, de quelle tribu ils appartiennent, et par la suite, tout ce qui concerne la beauté, au point où une femme non tatouée est déshabillée, l'habit, le vrai de la femme, à une époque donnée, c'était le tatouage. La maladie, le mauvais œil, contre le mauvais œil, la protection, et toutes les guerres. Beaucoup de gens ignorent que les Vandales, Rome, condamnés à mort
un berbère tatoué. Parce qu'il considérait que ces tatouages, ça doit être des messages, et, à savoir le poids de ces... Bon, moi depuis mon enfance, je me suis intéressé au tatouage. Et j'ai vu en plus deux exemples. Celui de ma mère qui ont tatoué l'hammaqa, on l'appelle l'hammaqa, à la naissance du tendon d'Achille, comme j'ai vu ma tante se faire détatouer avec de l'acide sulfurique ici dans le menton, et ça lui a laissé des vilaines traces. C'était très très mauvais, laid. Le gros point d'interrogation se pose à ma petite tête déjà petit, pour quelle raison on efface quelque chose de beau. Et au fur et à mesure, je me rends compte que des femmes effacent leurs tatouages. Et sauvagement. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui occulte cette mémoire, qui veut l'effacer une fois pour toutes. Avec notre ami Feu Mohamed Soukri, je lui ai imposé ce sujet et il est tombé amoureux de ce sujet. Il est parti cœur et âme avec moi pour écrire le scénario, y compris les dialogues. La meilleure, on a trouvé la femme clé qui convient à ce sujet, c'est Mrilida. Mrilida Naïtatir, qui a été découverte par René Euloge en 1917 ou en 1918 et qui a traduit ses poèmes en français, et il a édité ses poèmes, un titre, Les chants de la Tassaut. Elle est très intéressante. Pourquoi? Pour la chose suivante. C'est une personne qui a deux corps. Un corps mémoire, c'est le parchemin, et un corps physique, c'est le palimpseste. À cause de son métier, elle était poétesse, rebelle, révoltée, révolutionnaire, mais chanteuse, mais prostituée. C'est une femme émancipée à une époque donnée. Quel courage! Non, c'est pas grave, ça se voit pas dans le... D'accord, mais ça peut jouer quand même. Ça fait de la lumière supplémentaire. Oui, mais ça tremble. C'est vrai. Donc, j'ai fouiné un peu en lisant ces poèmes et je me suis rendu compte que c'était une lutte infernale qu'elle menait à cette époque-là. Et je crois que c'est le reflet de la femme dans notre société. Le reflet dans le sens où elle lutte pour avoir son émancipation. Elle a beau poser la question à l'impossible, ce poids archaïque qui réduit le corps, l'anéantit, l'amoindrit et le confine, carrément, il confine le corps, d'ailleurs même le corps de l'homme. Moi, en tant que danseur, j'ai énormément souffert. On refuse le corps dans notre société, dans les sociétés arabes en général. Le corps est tabou, on n'a pas une réconciliation avec notre corps. Moi, j'ai travaillé mon corps en tant que danseur, donc je n'ai aucun problème.
Mais malheureusement, dans la tête des gens, corps égale sexe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Corps égale sexe. On ne peut pas faire la différence entre la beauté d'un corps et le sexe de ce corps. On mélange les deux. Donc cette femme, elle était dans une impasse. Même son émancipation était figée dans le temps, entre son corps mémoire et son corps palimpseste. Donc entre son corps parchemin et son corps palimpseste. Son corps devient abstrait. Et si elle s'agite, et ce qui s'est passé d'ailleurs, elle tombe dans l'oubli du temps. Son corps était figé dans le présent. Je pense que Mohamed Soukri, que Dieu ait son âme, et moi, on a posé des questions, de dire pour quelle raison la seule mémoire d'un peuple, qui est le peuple marocain, la seule mémoire écrite, c'est les tatouages. Pour quelle raison elle s'efface et pour quelle raison on l'occulte? Et je crois qu'on a atteint ce résultat. Je le suppose.